bonsoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour le partage. Merci pour les cœurs. Merci pour les roses. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous voulons réfléchir. Vraiment, je vais réfléchir ensemble avec vous sur les fameux accords de Washington. Nous devons être lucides et commencer à poser des questions difficiles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je venais de lire un article directement de Actualité CD. On parle de l'exécution de 35% de ces accords-là. Alors, ça fait pratiquement 2 ans. Et le rapport passé, c'était aussi 35%. Donc, il n'y a pas de changement du tout. Les choses n'ont pas évolué sur place, sur le terrain. Alors, il faut maintenant poser des questions. La question principale à laquelle nous, on doit réfléchir et à laquelle je t'invite à réfléchir avec moi est de savoir à qui profite le statu quo. Et si nous connaissons maintenant à qui profite le statu quo, qu'est-ce que nous pouvons faire comme État, l'État congolais, comme Congolais, pour vraiment pour arranger cette situation à notre faveur, ou tout au moins pour que cet accord pour que cet accord devienne une réalité, je veux dire, pour restaurer l'autorité de l'État et pour que le Rwanda enlève ses mesures défensives et que vraiment l'intégrité territoriale de l'État congolais ou de notre pays soit respectée. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus avec moi. Moi, je vais donner mon point de vue, mais je veux lire aussi vos commentaires je vais lire aussi vos commentaires sur cette question. Maintenant, parce que souvent nous critiquons les gouvernements, alors quand les gouvernements font des choses bien, nous devons les louer. Alors là, dernièrement, j'ai critiqué le ministre de l'Intérieur, Monsieur Jacquemain Chabani, pas personnellement, mais son action gouvernementale, parce que il y a beaucoup d'insécurité à Kinshasa. Or, personnellement, je suis d'avis que tu peux me donner la liberté, mais si j'ai pas la sécurité, ça vaut pas la peine. Donc, si vous me donnez la liberté, donnez-moi aussi de la sécurité, la possibilité de me promener. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que s'il y a quelque chose que le Congo a besoin, le Congo n'a pas besoin des élections, on a besoin d'abord la sécurité. Quand tu vois, par exemple, les mamans qui se lèvent à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin pour aller au marché vendre, s'il y a la liberté, on va libérer l'énergie congolaise, la créativité des Congolais, on va vraiment libérer même cette économie-là. Donc, vous comprenez que sécurité va ensemble avec emploi, sécurité va ensemble avec créativité, sécurité va ensemble avec la croissance économique. Ou même la création des emplois. C'est pour cette raison, quand moi je critique les ministres des Affaires intérieures, c'est parce qu'il doit donner cette sécurité-là au Congolais. Mais à Kinshasa, il n'y en a pas actuellement. Alors c'est pourquoi je veux le louer, parce que on venait de mettre la main sur une bande de criminels, de coupeurs de route, ou je ne sais pas comment on les appelait là dans les reportages que j'ai vus sur Bossolona politique. Des braqueurs. Vraiment, quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, chapeau. Vraiment chapeau au gouvernement, parce que c'est quand même quelque chose chez nous. Vraiment, quelqu'un a tué, ils ont fui, et puis le gouvernement a travaillé comme des fourmis, et ils ont trouvé vraiment ses responsables. Et ils ont avoué, ils sont passés aux aveux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif pour notre pays. Maintenant, après avoir loué, il faut dire qu'on a besoin encore que ça s'accentue, qu'il y ait encore beaucoup plus de sécurité, qu'il n'y ait pas des gens qui se promènent avec les armes, comme je vois là. Comment ils ont eu ces armes-là? D'où vient tout ça? Et il faut continuer. Et puis, il y avait des gens parmi ces gens-là qui ont déjà été arrêtés une fois pour les mêmes causes, ont été libérés, ils recommettent les mêmes choses. Je ne sais pas. Ne me tenez pas rigueur, mais je pense qu'il y a la peine de mort chez nous au Congo. La peine de mort, vraiment, moi personnellement, je pense que ces gens-là méritent la peine de mort. Tu ne peux pas tuer des hommes, les blesser, tout ça, et continuer à jouir de la liberté. Je ne sais pas, là, j'ai pas d'état d'âme. Alors,
Et d'ailleurs, c'est bien que les gens voient que ces genres de personnes sont punis avec un châtiment exemplaire devant tout le monde. Ça, c'est un aspect, l'aspect des punitions, hein, ou de la correction. Mais un autre aspect, c'est l'aspect de la sécurité elle-même. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de caméras sur toutes les rues de Kinshasa. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins coûteux que toutes les mesures que j'ai vues jusque-là. Mettez des caméras. Tout simplement dans les rues. Ça va coûter moins cher. La Chine le fait. Tout ça, ce sont des concepts qui coûtent pas très cher et qui va apporter beaucoup de sécurité aux Congolais, aux Quinois. Donc, il y aura de l'insécurité peut-être là où il n'y a pas de caméra. Parce que tout le monde aura peur de faire les choses. On va vous voir tout de suite. OK. Mais alors, ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec nous. Mais j'ai lu un article aujourd'hui sur le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, c'est un peu comme le New York Times. C'est un grand journal à New York. Alors, dans cet article-là, on parlait de la fortune de Donald Trump. Cette fortune de Donald Trump, elle parlait de 2,3 milliards, 2,3 milliards, excusez-moi, 2,3 milliards, et c'est arrivé maintenant à 7 milliards 600 millions de dollars. Donc, Donald Trump est devenu très riche donc il a doublé même ce qu'il avait avant, depuis qu'il est président de la République. Alors, beaucoup de gens posent des questions. Comment Donald Trump est devenu aussi riche? Est-ce qu'il utilise la présidence de la République pour devenir riche? C'est obvious, hein, qu'on voit que non, il est vraiment en train de s'enrichir. Alors, on pense souvent que ces choses-là, c'est seulement en Afrique, que les présidents s'enrichissent, qu'il y a et là, n'oubliez pas, les États-Unis, c'est l'un des pays où la loi est même la plus grande démocratie, on dit, les États-Unis du monde, et même le respect de loi, hein, c'est vraiment très dur aux États-Unis. Alors, quand j'étais en train de lire et de réfléchir là-dessus, j'ai pensé à l'interview de Bob Kabamba et des gens comme les Kouswanika, qui parlait je ne sais pas, un consortium des Congolais qui vient du Katanga. Et puis, il y a des gens comme l'avocat Maître Diakese, qui sont allés déposer des plaintes à Monaco, par exemple, contre Didier Bundimbu. Je dois vous dire que cette plainte-là n'a pas été... Il y avait un non-lieu. Non, pas un non-lieu. Hein? Comme on dit, il y a une expression, c'est pas un non-lieu parce qu'il n'y avait pas de jugement. Excusez-moi, donnez-moi un peu quelques temps pour trouver l'expression. Autrement, ils ont été déboutés. Donc, on n'a pas besoin de poursuivre l'affaire. Hein. Alors, il y a une expression consacrée à cela, excusez-moi. Il y a une expression consacrée quand on déboute les gens. Donc, la plainte n'a pas été reçue autrement. Alors, c'est parti. Et je pense que même les affaires avec Félix Antoine Tshisekedi, ça va être la même chose. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est de voir, imaginez un groupe d'Américains, parce que la tête de Trump ne les plaît pas. Prenons cet article, par exemple, de Wall Street Journal, et puis ils vont là-bas, au parquet fédéral, parce que comme j'ai vu un certain maître Magnan, ou Magneux, je ne sais pas, Méguin, ou je sais pas, vous savez, les parquets fédéraux est devenu très sérieux, nous déposons là-bas, ils vont poursuivre. Je me dis, alors, il faut prendre quelqu'un comme Trump, là, un groupe d'Américains, et ils vont déposer une plainte à Bruxelles, je ne sais pas, dans une cour fédérale belge pour poursuivre Donald Trump. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous pensez les juges belges et même la Belgique va permettre cela? Vous pensez? D'abord,
Est-ce qu'ils vont réussir même à atteindre Donald Trump? Je vous montre tout simplement cela pour vous montrer combien nous sommes bas, nous les Africains. Combien nous sommes bas, nous les Congolais. Parce que tu n'aimes pas la tête de quelqu'un, ou tu n'aimes pas sa tribu, ou parce que tu es d'un parti opposé, tu vas prendre les noms de quelqu'un pour le détruire, pour l'accuser des vols et des choses comme ça. Mais il faut faire la même, dans la logique. Oh, non, c'est la mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Nous, on prend ces gens-là, on va les mettre là-bas. Mais faites la même chose contre les gens comme le Donald Trump. Et on va voir combien la Belgique est très forte par rapport aux États-Unis. C'est pour vous dire tout simplement ces choses-là, si notre gouvernement est sérieux. Parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose comme ça contre un Donald Trump. Ils ne peuvent pas faire la même chose contre Félix Antoine Tshisekedi, ni sa famille. Ni sa famille. Alors, dans ce cas, il faut que le gouvernement vraiment, parce qu'il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on respecte notre président. Il faut qu'on respecte notre gouvernement. Peu importe ce qu'il est, juge fédéral, la Belgique, c'est un petit pays. Je ne sais pas. Ok. Ça, je voulais simplement vous montrer combien nous sommes bas, mais je voulais aussi dire notre gouvernement doit prendre ces questions comme ça très au sérieux parce qu'il s'agit de la dignité de notre président, il s'agit de l'image du pays. On ne doit pas permettre à tout le monde de se jouer de notre État parce que si on ne peut pas faire la même chose avec les États-Unis, pourquoi on doit le faire avec le Congo? Voilà, c'est comme ça, moi, je raisonne. Alors, la même chose aussi, j'ai vu que depuis qu'on est en train depuis que nous sommes en train de commémorer les 2 août derniers, depuis qu'on a commencé à commémorer les Génocostes, il y a beaucoup de réactions au Rwanda. Et là, aujourd'hui, j'ai lu une réaction qui vient de AFC M23. La première question, je m'imaginais que les gens de AFC M23 sont des Congolais. Alors, si les agents de AFC M23 sont des Congolais, ils devaient célébrer avec nous les Génocostes. J'ai vu les gens de la Mouka le faire, pas la Mouka, C64 le faire, une très bonne chose. Et partout dans le monde, les Congolais ont célébré cette journée. Mais c'est au Rwanda que les réactions étaient très négatives. Alors, maintenant, nous pensons que non, les AFC M23 est un mouvement politico-militaire, je ne sais pas quoi, congolais. Mais quand je vois la réaction des AFC M23, je me dis, mais ok, pourquoi ils doivent réagir de cette façon comme ils ont réagi? Il faut des enquêtes, il faut comme ça, il faut comme ça, il faut comme ça. C'est là où je me suis rendu compte, Tshisekedi est un grand stratège, diplomatique, mais aussi politique. Parce que cette histoire des Génocostes est en train d'éclipser les Kwibouis, quoi. Et c'est ça la peur même du Rwanda. C'est ça la peur même des AFC M23. La peur de AFC M23, c'est pas que le Rwanda sera éclipsé ou les Kwibouis seraient éclipsés. C'est que ce sont eux qui vont payer les pots. Toutes les personnes qui ont été impliquées. Parce que maintenant, quand vous suivez les discours de Tshisekedi, il est en train de parler tout le temps de la justice. Quand vous suivez même le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, justice, tout le monde. Alors, imaginez, tu es dans cette histoire, hein, à l'Est, tu es dans la rébellion de AFC M23 et au Congo, on est en train de célébrer les morts. Les gens, tu ne peux pas dormir parce que tu sais qu'un jour, tu vas payer le prix. Le Rwanda va payer un prix et les gens qui ont été impliqués vont payer un prix parce que les Congolais se réveillent et ça devient de plus en plus chaud, cette histoire de Génocostes. Donc, quand les papas toussent, les fils aussi toussent. Quand les papas disent non, on nous accuse, les tous aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui montrent que les AFC M23 vraiment n'est pas quelque chose de congolais.
et pas quelque chose de congolais. Alors, c'est dans ce contexte que James Kabarebe a aussi parlé, parce que je constate que beaucoup de Rwandais commencent à regretter les comportements de Paul Kagame, ou tout au moins la politique rwandaise à l'égard de la République démocratique du Congo. Ça, j'ai suivi beaucoup. Il faut suivre une émission qu'on appelle là-bas langue forme. Parce que quand il y a cette langue forme, tout le temps, on parle du Congo. Tout le temps, la question congolaise ne manque pas. Surtout pas à cause de la sécurité, mais ils essaient un peu de tirer les choses de leur côté. Mais quand j'avais suivi même tous les intervenants, tout le monde parlait de comment Tshisekedi est venu pour qu'il y ait de bonnes relations. Il paraît qu'ils sont parlés jusqu'à la frontière de l'Ouganda. Et c'est justement ce que James Kabarebe était en train de dire. James Kabarebe était en train de dire que vraiment il y avait même des accords politiques, des accords économiques, des accords sécuritaires. Tout se passait bien. Kagame est parti même à Kinshasa. Tout se passait justement comme elle sait que le président était en train de dire à Brazzaville, je suis allé dans les 9 États limitrophes et je voulais qu'il y ait des projets d'intérêt commun pour qu'il y ait la paix, des choses comme ça. Et c'est ce que James Kabarebe était en train de dire. Alors il se pose lui-même la question, mais il ne comprend pas comment tout a basculé et les choses se sont gâtées entre le Rwanda et la RDC et que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Alors vous comprenez que ça devient, ces gens-là ne se posaient pas ce genre de questions avant. Les Kabarebe, ils ne se posaient pas les genres de questions. C'est que quelque chose est en train d'arriver au Rwanda qui devient obvious, qui devient très évident chez tout le monde. Tout le monde est en train de voir que le Rwanda est en train de souffrir. Je venais de vous dire d'ici 5 ans, 10 ans, on va pas parler des génocides rwandais comme on en parle, comme on a parlé il y a 3 ans, 4 ans. Non, ça va pas être comme ça. Au contraire, on va parler beaucoup plus du génocide des Génécostes. Même si les Nations Unies ne les reconnaissent pas, nous, Congolais, on va les reconnaître. Et nous, on va les fêter dans nos ambassades, dans nos concerts partout. Or, c'est nous qui devons... Combien d'années les génocides arméniens a duré pour qu'ils soient reconnus? Combien? Alors, c'est comme je venais de dire, nous, avec tout ce que nous avons comme minerais, avec tout ce que nous représentons, ça va faire que ces génocides ne soient plus connus. Et c'est dans ce contexte qu'il y avait encore une autre femme qui commençait à parler du Génocoste, une femme qui s'appelle Bojani Coulibaly. Elle est docteure de l'université de Harvard et j'ai vu qu'elle fait des recherches dans les Grands Lacs et des choses comme ça. Alors, il faut suivre ce que c'est en train de dire, hein, comme raison pourquoi il y a la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon cette femme, et c'est ça sa théorie, hein, c'est ce qu'elle est en train de défendre aux États-Unis partout là-bas. Hein. Selon elle, entre le Congo, tout allait bien. Entre 2020, 2021 et 2022, il y avait des coopérations régionales. Il y avait une coopération régionale authentique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y avait ce qu'elle appelle une autonomie régionale. Il y avait une coopération africaine sud-sud. Et parce que il y avait cette coopération-là, des accords économiques, des accords de sécurité, je voulais dire, des accords à tous les niveaux avec le Rwanda. La Belgique n'a pas aimé ça, et parce que la Belgique n'a pas aimé, les Occidentaux n'ont pas aimé cela, et c'est ce qui a conduit à ce qu'ils construisent un récit où le Rwanda devient un problème. Pourquoi? Parce que la Belgique veut continuer à profiter, des richesses de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi ils ont créé un narratif, un récit d'un Rwanda méchant qui veut prendre la partie de la République démocratique du Congo. Un Rwanda qui devient expansionniste, qui veut prendre une partie du Congo.
Et tout cela, l'Église catholique a joué un grand rôle parce qu'il y a beaucoup de prêtres, je ne sais pas, belges ou je ne sais pas, qui sont là-bas, qui à l'Est, et ce sont eux qui ont créé ce récit-là. Donc la crise de AFCM 23, la crise qui est là-bas à l'Est, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Congo, mais ce sont les puissances néocoloniales et surtout c'est la Belgique. Yokamakamba. Je sais pas vraiment, c'est de la créativité scientifique. Alors c'est pour cette raison, c'est pourquoi est la solution à ces problèmes. Cette femme ici qu'on appelle Bojani Coulibaly, qu'est-ce qu'elle présente comme solution pour que le Rwanda ne soit plus présenté comme méchant. D'ailleurs, la femme dans son article que j'ai lu, elle a dit, elle a cité deux groupes. Elle a cité Ebouteli. Je ne savais pas qu'Ebouteli pouvait rouler pour la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, elle a cité le groupe de recherche Ebouteli. Et puis, elle a cité aussi les Congo Research Group. Et ce sont ces gens-là qui voulaient présenter le Rwanda comme un méchant et tout ça. C'est pour cette raison, cette femme, elle présente que pour sortir de la crise actuelle entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il faut revenir aux accords qui ont été signés à 2021 et à 2022 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et c'est pour elle la voie de la stabilité. Vous comprenez que le Rwanda est en train de souffrir. J'étais en train de dire, les Rwandais sont en train de regretter. Donc, Félix Antoine Tshisekedi leur a mis quelque chose, vraiment leur a donné tout sur un plateau d'or et ils ont renversé tout ça. Et ils sont en train de regretter. Donc, ces accords-là, c'est plus possible. Et c'est pourquoi même dans les accords de Washington, on parle toujours de l'intégration économique et tout ça. Ça devient tellement difficile et impossible entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'étais en train de vous parler du regret du Rwanda. Alors, je veux revenir sur la question que j'ai commencé à poser tout au départ. La question que j'ai posée, c'est sur les accords de Washington. Nous voyons qu'il y a un statu quo, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que dernièrement, il y avait 35% de l'avancée à général, hein, parce qu'il y a, je pense, il y a des points et des choses, je vous épargne tout cela. Alors, mais nous constatons qu'il y a un statu quo. Maintenant, c'est la question de savoir quoi faire pour que le processus avance et que la restauration de l'autorité de l'État et de la souveraineté congolaise, de la République démocratique du Congo soit respectée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant vraiment de commencer, j'ai dit, je dois reconnaître les avancées diplomatiques. Il est vrai qu'il y a des sanctions. Il est vrai que ces sanctions-là font mal au Rwanda. Il est vrai qu'il y avait des résolutions des Nations Unies, la 2028, la 2373. Donc, il y a ces résolutions-là. Il est vrai que le Rwanda a perdu en image. Donc, parce que le Rwanda vivait de cette image-là d'un pays moderne, d'un pays sécure, comment on dit sécure, d'un pays sûr. Voilà les mots, d'un pays sûr. Le Rwanda, c'est vraiment au niveau de la gestion. Alors, tout cela, c'est parti. Tout cela. Dernièrement, quand vous avez les articles, dernièrement même, j'ai vu les indices pour de liberté. Le Rwanda, tout est négatif. Maintenant, tout est négatif. D'ailleurs, dans cet article de cette femme, Coulibaly, elle commençait à attaquer même les Michel Rong, toutes les personnes qui parlent mal du Rwanda, vraiment, elle attaque, hein, elle attaque, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour le Rwanda et des choses comme ça. Alors, tout cela a marché. Je venais de faire une observation pendant la conférence de presse du président de la République. Il y avait un journaliste qui avait posé la question, qui lui avait dit, tu es trop diplomatique, c'est alors que le président a expliqué pourquoi il a pris la voie diplomatique et il s'est même excusé d'avoir dit à la moindre escarmouche parce que lui, il pensait qu'on peut résoudre ces problèmes par les armes. Alors, tout en reconnaissant cette réalité-là, que à ce niveau ici, bien qu'il y ait le statu quo, le Congo a gagné la guerre diplomatique, la guerre médiatique.
Nous l'avons gagné. Ça, il n'y a pas, sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Mais sur le terrain, les choses n'ont pas changé. Et c'est là où je me souviens de l'interview de Paul Kagame avec François Soudan comment il s'appelle? François Soudan de Jeune Afrique. Alors, il avait posé à Kagame la question de savoir quand est-ce qu'il va quitter le Congo et tout ça. Lui, Kagame était clair. La situation telle qu'elle est, le statu quo est bien pour le Rwanda. Tant qu'il n'y a pas d'avancée sur terrain, c'est bien pour le Rwanda. Ça dérange pas le Rwanda. Pourquoi? D'abord, parce que les buts, d'après eux, sécuritaires, la menace qu'ils appellent des FDLR est éloignée de chez eux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les Rwandais gardent toujours une influence sur cette zone. La troisième des choses, les Rwandais tirent un profit économique. C'est pas pour rien que je venais de vous parler. Ils sont en train de regretter que maintenant ça devient difficile parce qu'avec cette guerre, et d'ailleurs l'une des raisons, ils veulent tout faire pour anéantir et tuer Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'ils ne peuvent plus exploiter comme ils étaient librement, comme ils étaient en train d'exploiter. Mais entre-temps, il y a aussi la consolidation d'un régime parallèle là-bas à l'Est. Et même les remplacements, ça je parle vraiment sous contrôle de Madame Kaikomba qui a parlé de la façon dont les populations sont en train d'être remplacées là-bas à l'Est de la République démocratique du Congo. Et non pas seulement ça, au fur et à mesure que la guerre, que ces gens-là soient à l'Est, que les Rwandais est à l'Est, la population de l'Est qui ont envie de toujours appartenir à la République démocratique du Congo commence à se lasser parce qu'ils veulent réappartenir à la République démocratique du Congo. Ils veulent que le Rwandais parte. Et au fur et à mesure que ces gens-là restent là-bas, au fur et à mesure, il y a une certaine lassitude, non pas seulement une certaine resignation, comment on dit, résignation, ou je ne sais pas si ça se dit en français. Les gens se résignent, les gens disent, OK, maintenant nous avons fait tout ce qu'on peut faire, on peut maintenant commencer à composer avec le Rwanda ou à composer avec le M23 ou à composer avec les Batuti et tout ça. Donc ils acceptent une séparation de fait. Et c'est ça le pari même du Rwanda. Et c'est pour cette raison nous devons réfléchir comment nous-mêmes nous pouvons nous aider à ce que ce processus avance et non pas attendre les États-Unis. Je sais qu'il faut qu'il y ait une forme de réalisme politique parce que quand vous regardez un peu, Trump ne sera pas président au-delà de 2028. Alors, il y a des gens qui disent que Marco Rubio pourrait remplacer Trump ou même J.D. Vance. Moi, je suis sceptique parce qu'aux États-Unis, après une présidence, il faut qu'il y ait une alternance. Alors ça, je ne sais pas. Quand je regarde aussi les élections de mi-terme, je suis en train de voir les démocrates sont vraiment dans une bonne position pour gagner gagner les congrès ou même le Sénat. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Entre-temps, la guerre entre les États-Unis actuellement et l'Iran, cette histoire est en train de mettre Trump dans une position très difficile. Il y a beaucoup de gens qui disent que Trump a perdu cette guerre. Donc, la seule chose que Trump a fait de bien et qui nous donnait espoir, c'était le Venezuela, la façon dont il a vraiment exfiltré Maduro de chez lui là-bas. Donc, nous devons être pragmatiques et nous devons nous prendre nous-mêmes en charge, même si nous faisons vraiment confiance aux États-Unis, même si nous tenons au deal, mais nous devons faire quelque chose. Et c'est ça la question que je vous pose, vous qui êtes intellectuels, vous qui êtes branchés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on fasse avancer ce processus de par nous-mêmes et pas toujours compter sur les États-Unis? Je sais que c'était ça même la question la plus difficile quand on avait signé les accords. Comment garantir
que ces accords seront exécutés? Comment garantir que ces accords seront exécutés? On leur disait toujours, les États-Unis, comme la première puissance, ils vont garantir. Mais j'ai l'impression il y a beaucoup d'intérêt et cette situation jusque-là, comme les États-Unis n'agissent pas, il n'y a pas de changement, ça profite au Rwanda, ça profite au AFC M23. J'ai dit, on doit être lucide et nous poser des questions difficiles. Alors maintenant, parce que je parle de qu'est faire, moi je pense qu'il faut changer de stratégie. La première des choses, il faut voir un peu ce que les Ukrainiens font. Les Ukrainiens n'ont pas en train de gagner la guerre, mais les Ukrainiens ont commencé à vraiment taper sur la psychologie des Russes. Ça veut dire que la charge psychologique a changé des camps. En Russie, il n'y avait pas de guerre, mais au fur et à mesure qu'il y a des drones qui arrivent en Russie, les Russes commencent aussi à en avoir marre. Dernièrement, j'ai suivi une affaire comme quoi beaucoup d'oligarques et beaucoup de Russes commencent à quitter la Russie parce que on est en train de supposer que quelque chose va arriver en Russie. Donc, la stratégie ukrainienne est peut-être quelque chose qu'il faut voir. Comment nous aussi, on peut faire de façon qu'il y ait une certaine charge psychologique au Rwanda, de façon qu'ils se disent, ah, nous vivons en sécurité, nous, mais il n'y a plus de sécurité ici. Il n'y a plus de... Hier, je parlais de la résilience et de la République démocratique du Congo. Je parlais de la façon dont Congo et Zeloko Amakasi. Mais le Rwanda n'a jamais été soumis à une pression, à une guerre de 30 ans, ou tout au moins n'a jamais été soumis à une guerre d'intensité qui dure au moins même une année. Une fois que c'est fait, le Rwanda va craquer. Ça, le Rwanda va craquer. D'abord, économiquement, ils n'ont pas l'argent pour ça. De deux, c'est un petit pays sans profondeur. De trois, c'est un petit pays qui n'a pas une économie forte. Donc, il y a beaucoup de leviers où vraiment il faut faire quelque chose. Il faut, par exemple, tu vois, ils organisent des conférences et tout ça. Ça, c'est un élément où, s'il y a de l'insécurité, s'il y a la guerre là-bas, toutes ces histoires-là sont finies. C'est fini, il n'y a plus de conférences, il n'y a plus ces histoires-là. Alors ça, il faut changer de stratégie. Alors il faut peut-être regarder ce qui se passe en Iran. Même une grande puissance comme les États-Unis demande des négociations. Et les Iraniens refusent. Pourquoi? Parce que maintenant, là, hier, j'étais en train de lire. Il paraît que non, c'est maintenant Israël qui est en train de perdre, même dans les négociations là entre les États-Unis et l'Iran. La question était toujours la question d'Israël. Maintenant, Israël n'est plus la question la plus importante, mais les États-Unis, Trump veut sortir de cette situation-là. Et parce que Trump veut sortir de cette situation-là, les Iraniens ont gagné psychologiquement. Ils ont gagné aussi à standing. Ils résistent à la première puissance militaire du monde. Ça vous dit pas? À deux grandes puissances militaires du monde, les États-Unis et Israël. Mais donc, je ne sais pas, on peut même apprendre de l'Iran. On peut apprendre de l'Iran. On peut apprendre de l'Iran. Mais alors, je ne sais pas, mais je pense que on devait avoir assez de moyens pour que vraiment on change, pour que la peur change des camps. Alors, l'autre option, c'est peut-être de faire la guerre. De faire la guerre, parce que je pense, quand vous allez faire la guerre, l'Union européenne va réagir. Les États-Unis vont réagir. Et peut-être dans ce cas-là, quand on va déclarer la guerre et que tout le monde comprend maintenant que notre patience est au bout, nous avons tout fait pour qu'on gagne la paix par les négociations et tout ça. Maintenant, le Congo veut se prendre en charge. Alors ça, c'est peut-être la dernière option qu'il faut prendre. Ok, c'est pourquoi j'ai demandé ce que vous en pensez. Moi personnellement, je pense que généralement, et là je suis un peu pessimiste. Dites-moi ce que vous en pensez. Le président de la République est très populaire à cause de cette guerre parce que beaucoup de Congolais, même les gens qui sont dans l'opposition, sont fatigués du Rwanda. Sont fatigués du Rwanda et de la provocation rwandaise. Alors, le président de la République a la confiance.
Les sondages, je venais de les montrer, des Ebouteli. Mais maintenant, généralement, c'est que dans les situations de guerre, hein, et ça, je pense à la guerre des États-Unis, par exemple, avec Lyndon Johnson, ou même avec Nixon et beaucoup d'autres présidents. Et c'est d'ailleurs même la stratégie de Kagame. Au fur et à mesure, les gens n'ont plus confiance, n'ont plus l'espoir que vous allez gagner cette guerre. Vous allez regagner ce territoire. Et c'est ça, là où l'armée congolaise, les ministres de la Défense et l'armée congolaise est en train de rendre le président de la République un mauvais service. C'est là. Parce que tout le monde est en train d'attendre que le président, il y aura un sursaut d'orgueil et que nous, on va reprendre nos territoires par la force. Si le Rwandais ne veut pas quitter, nous, on doit reprendre nos territoires par la force. Alors, il faut penser à George Walker Bush, le fils de George, ce qui lui est arrivé avec la guerre en Irak. C'était un président qui était populaire. Sa popularité est passée de 50 quelques pourcents à 24%. Et pourquoi? Parce que beaucoup d'Américains voyaient que leurs militaires échouaient sur place et qu'il n'y avait pas un changement. Donc, vous comprenez que beaucoup de Congolais risquent de ressentir ces sentiments-là si là-bas à l'Est, il n'y a pas de changement de stratégie. Je ne sais pas comment les Congolais vont réagir s'il y a encore un territoire qui tombe ou il y a encore une grande ville qui tombe. C'est pour cette raison il faut un sursaut d'orgueil, il faut changer de stratégie pour récupérer les territoires. Si les Américains ne nous aident pas, si on ne passe pas de 35% à 75%, on ne passe pas de... Je ne sais pas si ça... Jusqu'après 2 ans, on reste dans cette situation ici, cela ne présage pas de bons avenirs pour ce processus de paix. Ça veut dire qu'on doit arriver à prendre notre situation nous-mêmes, à forcer notre destin et à voir comment les puissances vont réagir. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse.